Le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. 4 ans d'instruction et toujours aussi peu de réponses. Que s'est-il passé ce soir d'août 2017 à Pont-de-Bonvoisin en Isère? C'est près d'une salle des fêtes que se perd la trace de Maëlys. Le corps sans vie de cette petite fille de 8 ans sera retrouvé 6 mois plus tard sur les indications du principal suspect, Nordal Lelandais. Son procès s'ouvre ce matin devant la cour d'assises. Gladys Lafitte, vous allez suivre ces 3 semaines d'audience pour Europe 1. Beaucoup de questions restent en suspens. Oui, ou en tout cas essayer, car Nordal Lelandais a d'abord nié avant de s'exprimer face à des preuves accablantes, toujours livrant des aveux à minima. Selon lui, il a tué involontairement Maëlys de plusieurs coups au visage alors que celle-ci pleurait dans la voiture de l'accusé qui les emmenait voir ses chiens. L'a-t-il fait monter de force? Comment est-elle morte précisément? Quel est le vrai mobile de ce meurtre? Les éléments matériels n'ont jamais permis de répondre à ces questions avec certitude. Pour maître Fabien Rajon, avocat de la mère de Maëlys, il sera difficile de faire parler l'accusé. Nordal Lelandais, à mon sens, n'a pas joué le jeu de l'enquête. Il y a évidemment la question du mobile, il y a la question de la dimension sexuelle des faits. On mettra tous ces sujets sur la table. Nous avons un souhait, c'est de faire en sorte que l'institution judiciaire, elle prenne toute la mesure de la dangerosité de Nordal Lelandais. Sa personnalité reste aussi un mystère, décrit comme impulsif, parfois menaçant. Les experts ont dressé le portrait d'un prédateur sexuel au penchant pédophile. Nordal Lelandais sera aussi jugé pour des agressions sexuelles sur ses petites cousines de 4 et 6 ans, commises le même été que la mort de Maëlys. Gladys Lafitte du service police-justice d'Europe 1. Voilà, cet après-midi à 14h, ne manquez pas, on de la raconte. 3 épisodes consacrés à l'affaire Lelandais. D'abord, ce premier épisode aujourd'hui sur le caporal noyé, l'autre victime de Nordal Lelandais. Christophe Ondelat a par ailleurs recueilli les confidences en longueur de son avocat Alain Jakubowicz. Ça sera demain et mercredi. La politique, la campagne pour l'élection présidentielle. Christiane Taubira, vainqueur de la primaire populaire, mais pas sûr que cela suffise à clarifier les choses à gauche. Elle peut en tout cas s'appuyer sur le nombre de votants, un peu plus de 392 000 participants, et c'est à peu près tout pour l'instant. Christiane Taubira devance Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon. Anne Hidalgo est 5e. L'ancienne garde des Sceaux s'est d'ailleurs adressée à eux dès la proclamation des résultats. Au nom de vos choix de ce soir, je prendrai l'initiative d'appeler les autres candidats. Je le ferai en respect. J'appellerai Anne, j'appellerai Yannick, j'appellerai Fabien, j'appellerai Jean-Luc. Je le ferai en respect. Parce que je l'ai déjà dit, chacun est légitime à sa place. Chacun est fondé sur son parcours, sur ses combats. Christiane Taubira peut-elle réussir là où Arnaud Montebourg a précédemment échoué? Yannick Jadot et Anne Hidalgo ont réagi dès hier soir et refusé de se soumettre aux résultats du scrutin. Même tonalité pour le candidat de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Ah ben elle a enfilé la chaussure qui avait été préparée pour elle. Je ne suis pas concerné. J'ai été inscrit d'office dans une élection à laquelle je ne voulais pas participer. Par conséquent, je n'ai pas de commentaire à faire. Elle vous appelle à l'union de nouveau? Oui, c'est bien, bonne idée. Vous répondrez Non, j'en ai un peu marre. Les appels téléphoniques où on me prend pour une bille, disons que ça finit par m'indisposer. On revient à la diplomatie. Non, mais je répondrai à tout le monde. Oui. Voilà, vivez votre vie, tâchez de convaincre, amenez des gens aux urnes, expliquons-nous, comparons, voyons, voilà, une démocratie c'est fait de ça et c'est bien. Jean-Luc Mélenchon hier soir dans l'émission C'est politique sur France 5. 7h05, la polémique ne retombe pas 8 jours après la diffusion d'un reportage sur la montée de l'islamisme à Roubaix. Notre consoeur Ophélie Meunier et un habitant de la ville ont été placés sous protection policière. C'est un sujet diffusé dans l'émission Zone Interdite sur M6 qui leur vaut des insultes et des menaces de mort. Depuis, la présentatrice fait effectivement l'objet d'une surveillance étroite des policiers. Même chose pour Amine Elbaï. Cet habitant de Roubaix et juriste de formation avait alerté la préfecture sur les agissements de l'association Ambition et Initiative pour la Réussite. Sous couvert de soutien scolaire, il la suspecte de dispenser des cours coraniques. Son témoignage dans l'émission lui a attiré un flot d'insultes témoignages. Mon numéro de téléphone a été diffusé sur des réseaux sociaux et des groupes de messagerie privée. J'ai reçu plusieurs centaines d'appels anonymes sur mon téléphone portable, des appels malveillants. J'ai reçu de la part de certains individus des injures, puis des menaces physiques et enfin des menaces de mort. Ces menaces s'inscrivent dans un contexte de forte tension au sein de la société. Et aujourd'hui, il y a eu effectivement une volonté délibérée de me faire taire, de faire taire cette parole citoyenne. C'est d'abord le combat des journalistes. Moi, je vous le dis, c'est grâce aux journalistes, moi, que j'ai pu m'exprimer. C'est grâce au travail de la presse qu'on a pu
démontrer aussi les pratiques d'un certain nombre d'élus. Propos recueillis par William Molinier. Combien paierez-vous vos courses dans les grandes surfaces cette année ? Ça se décide en ce moment entre la grande distribution et les industriels. Les fameuses négociations commerciales annuelles s'annoncent tendues. Chacun défend son précaré. Les industriels de l'agroalimentaire comme Danone ou Lactalis pointent l'inflation des coûts pour justifier l'augmentation des prix. La grande distribution leur oppose la défense du pouvoir d'achat. Il faudra se mettre d'accord d'ici le 1er mars minuit. Carole Ferry, il reste un mois pour signer et on est encore très loin du compte. Effectivement, selon la grande distribution, 40% des contrats ont été signés avec les PME, 10% seulement avec les grands groupes industriels. Alors, ce qu'on nous explique en coulisses, c'est qu'aujourd'hui, avec le Covid, les réunions se font par visio. Ça épargne l'attente de 3 heures dans une salle surchauffée pour déstabiliser l'adversaire, par exemple. Mais le combat n'en reste pas moins extrêmement tendu, parce que d'un côté, vous avez des industriels qui réclament une hausse des prix de 6 à 8%, indispensable selon eux pour couvrir l'augmentation du cours des matières premières, des prix de l'énergie, mais aussi des emballages victimes de pénurie. Et en face, vous avez la grande distribution qui réclame une baisse des prix au nom du pouvoir d'achat. Résultat, un industriel m'expliquait qu'il a des réunions toutes les semaines. Il négocie, outre les hausses de prix, le référencement de ses produits dans tous les magasins de l'enseigne, une meilleure visibilité, tout ce qui peut lui permettre de vendre plus pour compenser sa perte de marge. Et si d'ici un mois, il perd son combat, eh bien il sait qu'il risque de devoir envisager de licencier. Carole Ferry du service économie d'Europe 1. Enfin, le tennis, Rafael Nadal est entré un peu plus dans l'histoire de son sport en remportant hier l'Open d'Australie. Il devient le seul joueur à compter à ce stade 21 victoires en Grand Chelem. Devant Novak Djokovic et Roger Federer, dont le compteur reste bloqué à 20. L'Espagnol est allé au bout de lui-même hier pour s'imposer en 5 manches et plus de 5 heures face à Daniil Medvedev. À Manacor, sa ville natale, sa victoire a été célébrée dans la liesse. Notre envoyé spécial sur place, Thibaut s'en est rendu compte. Reportage. Tapas et chope de bière dans les mains, Sergio a des étoiles dans les yeux. Il est venu ici pour fêter la victoire de son idole, Rafa. C'est hallucinant. On pensait tous qu'il pouvait perdre. Il y a eu un moment très compliqué après le 2e set et il a fait une remontée épique. Zora, elle, est encore émue. Nadal, elle le croisait quand elle était toute petite. C'est une fierté pour nous, surtout parce qu'ici, on connaît tous Rafa. Lui et ses cousins ont étudié avec moi à l'école. C'est une personne très normale, très noble, tout ça, il le mérite. Alberto, lui, a senti que cette victoire historique pourrait bien être l'une des dernières de la star espagnole. C'est une grande légende. Je pense que cette année, il va finir par prendre sa retraite. Avec tout ce qu'il a accompli, il ne lui manque vraiment plus rien. Il a très bien fait son travail. C'est l'un des plus grands. Mais en attendant, ils espèrent tous croiser Rafa à son retour avec le trophée. Manacor, Thibaut Hu, Europe 1. Voilà, et en football, on connaîtra le dernier qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France. Ce soir, le PSG accueille Nice. Merci beaucoup Christophe. Vous revenez tout à l'heure à 8h30. À suivre.